Merci une fois de plus pour cette occasion d'être parmi vous pour vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'essaye d'appliquer donc dans ma pratique quotidienne, tant dans ma clinique privée que à l'hôpital où je travaille, où j'exerce. La relation du médecin avec son patient est un thème qui attire l'intérêt dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la philosophie, Michel Foucault, dans 2 de ses livres, La microphysique du pouvoir et La naissance de la clinique, il a demandé, c'est là où il s'est posé des questions donc sur si cette relation entre le médecin et le patient, c'était pas des fois une relation de pouvoir. Il a perçu que la relation du médecin avec le patient a pris une caractéristique de relation donc de pouvoir beaucoup plus intense grâce à l'appropriation d'un langage éthique spécifique. Le langage du médecin l'a distancié en quelque sorte un peu plus de ses patients, Michel Foucault, en donnant l'exemple d'un médecin du XVIIe siècle qui a fait une application donc qui a donné un bain à une de ses patientes et il a donc analysé ce que ce médecin a vu et décrit, mais en utilisant un langage du XIXe siècle. Le langage, souvent, utilise les mêmes mots, mais le sens est différent. La direction neutre du médecin perçue par le médecin au XVIIe siècle est totalement différente de ce que le médecin au XIXe siècle a perçu. Et donc, évidemment, c'est naturel que le langage utilisé par le médecin moderne l'éloigne de ses patients. C'est un langage extrêmement technique qui le distancie de celui qui fait l'objet de ses travaux, donc le patient. Le XXe siècle nous a apporté donc aux sciences biologiques une méthode philosophique, une base philosophique connue comme étant le réductionnisme scientifique ou le réductionnisme biologique. Et aux États-Unis, c'est connu comme étant le modèle de la biomédecine. Dans la vision du modèle réductionniste ou de la biomédecine, les phénomènes complexes, les phénomènes biologiques, découlent en dernière instance d'un principe premier simple. Et dans la vision réductionniste, il existe une dualité entre l'esprit et le corps. Et les modèles conceptuels et expérimentaux dans l'étude des phénomènes biologiques sont physiques par nature. Et on peut voir, signalons donc que dans les années 30, la fondation Rockefeller aux États-Unis a investi lourdement pendant 20 ans des sommes de centaines de millions de dollars pour apporter aux sciences biologiques des recherches dans le domaine de la physique et de la chimie. Linus Pauling, qui décrit l'ADN, la première description de l'ADN, était un chimiste. James Watson,
qui décrit l'ADN comme une double hélice est venu de la physique. Tous ont été financés par la Fondation afin que les recherches dans le domaine des sciences biologiques puissent avoir la même densité et produire rapidement des résultats comme ça s'était produit dans la physique et dans la chimie. Le réductionnisme a donc été la base pour que ces recherches puissent avoir lieu. Dans la vision réductionniste, le médecin apprend que l'homme est quelqu'un qui porte sa maladie, qui apporte la maladie vers lui-même. Si je suis endocrinologue et je soigne des diabétiques, dans la vision réductionniste que j'ai appris dans les universités, dans les résidences médicales, ce que je reçois, en fait, le patient, c'est un pancréas qui est malade. Si je suis ophtalmologiste, je reçois un œil qui est malade. Je reçois la maladie. Je ne reçois pas le malade. Je n'accueille pas le malade. Et c'est ça la vision réductionniste. Et cela accentue encore davantage ce que Foucault a perçu comme étant une relation de pouvoir où le langage du médecin avec son patient est un langage souvent qui subjugue souvent le patient, et le patient il doit accepter ce que dit le médecin. Et c'est pour cette raison que le médecin voit, avec sa formation réductionniste, il voit l'homme, son patient, comme une série de réactions enzymatiques dans lesquelles il va intervenir. Pour revenir à mon domaine, l'endocrinologie, il est très fréquent dans les conversations que nous avons eues entre collègues de discuter. Regarde, j'ai reçu un cas de Cushing. Moi j'ai reçu un cas d'agromégalie, donc un patient. Les patients qui n'ont pas de nom, c'est que les maladies qui ont des noms. Et il y a des conversations très sophistiquées dans le domaine de la thérapeutique où on apprend l'habitude de dire, pour les diabètes type 2, par exemple, si on est au début, je vais utiliser un inhibiteur de la DPP4. Et ça dit beaucoup, ça parle beaucoup aux médecins, mais ça ne parle pas du tout aux patients. Ça parle beaucoup de la maladie, ça parle beaucoup des relations que nous connaissons, les altérations biomédicales, mais pour l'être, pour le malade, l'être qui souffre, cela ne dit rien. Et c'est pour cela que le patient il voit le médecin de façon différente. Et comment est-ce que le patient il voit le médecin? Soit comme un dieu, c'est le médecin qui est responsable de sauver sa vie ou de le maintenir en vie. C'est intéressant de voir comme il y a des gens qui font rien sans téléphoner auparavant à leur cardiologue. Et s'ils font une petite marche jusqu'au marché pour acheter quelque chose, avant je vais d'abord appeler mon cardiologue pour savoir si mon cœur va supporter ça. Donc le médecin il est comme un dieu. J'ai un collègue qui arrive au sommet de recommander le type de voiture que le patient doit utiliser. Et il a donc assumé cette position que le médecin c'est comme un dieu, comme un orientateur. Et pour le patient c'est très pratique, il ne gouverne plus sa vie, c'est donc ça se limite à la gestion d'une maladie. Il vit en fonction de la maladie. C'est intéressant pour le médecin parce que ça alimente son désir de pouvoir. Et ce type de relation entre médecin et patient, c'est quelque chose qui est dangereux. Très, très, très dangereux parce que de Dieu, le médecin peut se transformer en fantôme.
Et beaucoup de patients voient dans le médecin quelqu'un qui va les priver de quelque chose. Beaucoup voient dans le médecin quelqu'un qui, d'une certaine forme, va réduire leur qualité de vie en lui donnant un diagnostic qui va déchirer en quelque sorte sa carte d'identité et remplacer son identité par une autre, donc qui est l'identité de la maladie. C'est ce que nous voyons dans le quotidien. Habituellement, ce que nous voyons dans les grands hôpitaux et dans le monde entier, je peux en parler tranquillement parce que je connais bien, non seulement des hôpitaux dans mon pays, mais aussi aux États-Unis et puis quelques-uns en Angleterre. Le patient, il est connu par sa maladie. C'est le résultat de ce que nous recevons, sur la manière dont nous sommes formés de façon traditionnelle. Mais il y a certains qui ne se contentent pas de ça et qui sortent de ce modèle, et heureusement, grâce à Dieu. Parce que toute relation entre médecin et patient, même la plus humanisée, il y aura toujours des failles. Et les failles se situent dans le langage du médecin, le langage du patient, et quelque chose que Freud a perçu dans son travail de psychanalyse, et Jung a confirmé, et Lacan en France. Donc ils sont sortis de la psychanalyse pour aller vers la psychiatrie et la médecine. C'est la question du transfert. Le transfert où le patient transfère au médecin une image idéalisée. Ce transfert peut être érotisé ou érotique. Nous avons eu récemment au Brésil un médecin dont l'avocat qui était chargé de le défendre a demandé pratiquement 2 millions d'euros parce que ce médecin, il a commis donc des abus sexuels sur ses patients, transfert érotique. Et il a utilisé donc cette idéalisation et il n'a pas su rester dans ses limites. Transfert érotique qu'on voit assez fréquemment. Et c'est effrayant de voir quelqu'un qui dit « Ouais, tu vois, j'ai arrêté, je me suis séparé donc de mon mariage parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui s'idéalise mieux avec moi. » Et donc, souvent, il y a un risque sérieux d'engendrer des conflits sérieux quand le médecin ne sait pas se situer dans son rôle. Dans le langage du médecin, souvent le patient s'en plaint. Là où je travaille, on entend souvent le médecin parle très bien, mais je comprends rien à ce qu'il dit. Il m'a beaucoup parlé, mais j'ai rien compris de ce que j'ai. Et une autre expérience que j'ai eue, c'est une dame qui habite dans la campagne, sortie du cabinet, et puis je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Et alors il y a sa fille qui est arrivée et qui m'a demandé « Maman, qu'est-ce que tu as, maman ?» Et elle a répondu « Je ne sais pas ce que j'ai, il m'a beaucoup parlé, mais j'ai rien compris. » Et donc c'est une barrière grande entre le médecin et son patient. Et parfois il y a aussi la peur du patient d'avoir quelque chose qui est très grave. Le patient a un adénome de l'hypophyse, une petite tumeur. Et au Brésil, tumeur, ça fait tout de suite penser au cancer. Et selon la forme dont je le dis et dont je parle, le patient, il sort, si je fais pas attention, il va sortir en pensant qu'il a le cancer. Et donc dans le traitement, on utilise l'imagerie, donc l'iode radioactif. Et quand nous proposons, on va traiter le problème avec de l'iode radioactif, mais
Attention, hein, ce n'est pas de la radiothérapie, vous n'avez pas de cancer. C'est différent. Le nom, c'est radioactif, qui donne une impression de radiothérapie, mais qui n'a rien à voir avec ça. La revue Veja, qui est donc un hebdomadaire très connu au Brésil, a publié un jour un reportage où elle a interviewé certains patients et écouté ce de quoi ils se plaignaient. Qu'est-ce que vous voudriez dire à votre médecin? Et ce que les patients les plus répondus, c'est « Écoutez-moi, docteur ». Les médecins ne font pas qu'ausculter, mais ils doivent écouter leurs patients. Le médecin devrait se préoccuper avant tout de l'être humain qui est devant lui et non pas seulement de sa maladie. Le modèle réductionniste est mort. Le modèle réductionniste, il a ces derniers instants, et c'est un professeur qui dit ça dans un de ses livres, appelé la triple hélice, où il dit que l'humanité a besoin en urgence d'un nouveau modèle, parce que le modèle réductionniste n'arrive plus à définir ce qu'est la vie, et sans savoir définir ce que c'est la vie, quel sera le futur de la planète? Que se passera-t-il des conquêtes en dehors de notre planète? Donc ce docteur annonce la fin du modèle réductionniste et demande un nouveau modèle. Le langage du patient est également très difficile, comme cette patiente qui est venue en se plaignant qu'elle a mal au chambouril. Il n'y a pas de mot français pour ça, parce que ce mot ne veut rien dire non plus en portugais. Donc c'est pas la peine d'essayer de traduire, c'est compliqué, et c'est vraiment le langage propre du patient. Et l'image du patient, donc elle devient compliquée dans le monde globalisé. Je parlais avec un ami qui habite en Allemagne et il me parlait de cette difficulté parce que un de ses collègues médecins à l'hôpital est pakistanais. Il parle pas bien l'allemand. Et il soignait des immigrants turcs. Et le médecin, il comprenait rien à ce que le patient disait. Comment il fait pour soigner? Il donne un médicament en fonction de ce qu'il pense que le patient a. Et souvent, donc, le langage du patient est compliqué. Et le patient ne comprend pas non plus sa maladie. Et comme le patient qui arrive en disant « j'ai la maladie du diable, le diabète ». Et quand nous parlons du terrain dangereux de la violation des frontières professionnelles, quand le médecin assume le transfert fait par le patient et arrête de se comporter en tant que médecin en acceptant le rôle que le patient lui donne, si le patient vient chez moi et me transfère l'image que j'ai une nature divine et que j'accepte cette situation, je cours un risque grave de violer les frontières professionnelles. Ces auteurs décrivent, en résumé, que ces violations, ces transgressions des frontières professionnelles, c'est un phénomène qui concerne la progression graduelle des transgressions de frontières, depuis la plus subtile et non sexuelle jusqu'à la franche implication sexuelle. Malheureusement, les cabinets médicaux, les cliniques privées ou publiques, c'est quelque chose qui est très fréquent, non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. C'est le médecin qui ne sait pas quel est son rôle et assume un rôle qui lui est transféré par le patient. Le médecin qui est perdu par la formation suivant un modèle qui ne répond plus aux besoins du patient
il reçoit des patients quotidiennement. Que désirent les patients? Une recherche donc du Dr King, déjà ancienne de 1994, sur 200 patients internés, 77% aimeraient que le médecin considère leurs besoins spirituels. 48% aimeraient que le médecin prie avec eux. Donc dire ça à un médecin, c'est pas facile. Le patient qui dit « Docteur, vous voulez pas faire une prière pour moi ?» c'est pas facile. Surtout ici en Europe. C'est quelque chose de très difficile ces dernières années. En vertu de la question de la liberté religieuse, la population elle-même est intimidée donc pour manifester ses croyances religieuses, pour ne pas blesser l'option religieuse ou la non-option religieuse de son médecin. Mais en réalité, en Amérique, et la même réalité au Brésil, c'est que les patients, ils aimeraient bien que le médecin soit également quelqu'un qui se préoccupe de leurs besoins spirituels. Toujours suivant ces études, et donc une méta-analyse de 212 études, 75% des études ont démontré les bénéfices du comportement religieux des patients. Quand le patient est engagé religieusement, il aide au traitement de sa propre maladie. Il collabore. 17% de ces études n'ont pas identifié d'effets bénéfiques et 7% à peine ont montré des effets négatifs. Donc de l'engagement religieux des patients dans leur traitement médical. Malgré le nombre croissant d'écoles médicales qui incluent la spiritualité dans leur curriculum, la quasi-totalité des médecins n'ont pas reçu cette formation. Nous pourrions dire, si je n'ai pas reçu cette formation, j'ai pas les moyens. C'est pas vrai. Les médecins, depuis longtemps, disposent de certains moyens. Dr George Engel, en 1977, a publié dans la revue Science, cet article, qui est un article de base. Dr Engel, psychiatre, professeur émérite, qui a reçu des prix de l'Académie des médecins des États-Unis comme étant un de ses meilleurs lauréats. Il a écrit dans la revue Science cet article où il dit que le modèle de la biomédecine n'explique pas la réalité de l'homme. Parce que la biomédecine voit des maladies dans ce qu'elle arrive à mesurer. Elle arrive à mesurer le glucose élevé et dit que le patient a un diabète. Mais elle peut mesurer la pression artérielle élevée et peut dire que le patient a de l'hypertension. Mais le docteur Engel dit, dans le cas d'un patient schizophrénique, qu'on ne peut pas mesurer en laboratoire. Les études en neuroimage ne permettent pas toutes des équivalences. Dr Engel décrit également un autre cas d'un syndrome qu'il appelle le syndrome du muet. Le patient qui perd une personne proche, il tombe malade à cause de ça. La biomédecine, qu'est-ce qu'elle dit? Déficience de sérotonine? Non, il n'avait pas ça avant. Il est devenu triste, il a perdu quelqu'un. Quelque chose a été modifié dans son environnement social et psychologique. Et son organisme a réagi par rapport à cela. Dans cet article, publié en 1977, le docteur Engel apporte une nouvelle compréhension de l'homme en disant que l'homme est un complexe biologique, psychologique et social.
un complexe biopsychosocial. Dr Balint, la couverture du livre de l'édition en portugais est à l'écran. C'est un psychiatre anglais qui s'est déjà désincarné. Et élève de Sandra Filens, qui a développé une nouvelle technique pour améliorer la relation entre le médecin et le patient. Et les groupes Balint en sont connus, où il y a des médecins qui présentaient des cas de patients et se mettaient à la place des patients. Ce livre raconte les expériences de ses collègues de la clinique Bagstock à Londres, qui produit encore aujourd'hui dans la psychologie des travaux révolutionnaires. Ce que le docteur Balint montre dans ce livre, c'est la perception que les patients répondent par la maladie. Donc c'est comme une forme de langage, un langage de leurs besoins psychiques intimes. C'est le cas de la femme dans un des cas étudiés qui va sans cesse au cabinet médical. Le médecin, il a plus la patience, elle parle de toutes ses maladies, mais le médecin ne trouve rien jusqu'à ce qu'il lui pose des questions sur sa vie. Il lui pose des questions sur sa condition sociale, sur son insertion sociale. Il découvre que la femme qui a eu de grandes pertes l'a affecté psychologiquement et que la maladie n'est qu'un langage. À mesure qu'il comprend ça, il arrive à lui dire « Écoute, regardez, si nous examinons votre corps, tous les examens sont faits et qu'on n'a rien trouvé, qu'est-ce que vous avez ?» Et c'est là où la première fois elle a réussi à dire « C'est ce que j'ai, ça doit être psychologique. » Et c'est là donc où on l'a orienté vers une clinique où il y a des psychiatres et des psychologues et où ils ont pu résoudre son problème. Plus récemment, améliorant le concept de King que l'être humain est un être complexe, biologique, psychologique et social, le Dr King a dit que la dimension spirituelle ne peut pas être niée. Le docteur Sulmasy, qui était sacerdote, médecin, philosophe et anthropologue, qui faisait de l'anthropologie médicale, a publié dans la revue The Gérontologist en 2012 le modèle biopsychosocial et spirituel pour le soin des patients en fin de vie. Et le docteur Sulmasy a dit que la dimension spirituelle est propre à l'être humain. Seul l'homme est capable de penser à la mort, à la transcendance. Et cette dimension ne peut être niée. Donc, dans mon exercice quotidien et dans l'exercice quotidien des médecins spirites au Brésil et dans certaines parties du monde, il y a André Luiz qui a pu nous apporter une contribution phénoménale. Dans ma pratique quotidienne, je n'ai jamais réussi à penser à l'homme comme étant un être divisé. J'ai toujours considéré l'homme comme étant un être spirituel plongé dans un corps physique. Et André Luiz, suivant la suggestion d'Alan Kardec, qui dans le livre des médiums a dit que la connaissance du Père-Esprit sera la clé pour la compréhension de beaucoup de maladies. André Luiz a élargi la définition du Père-Esprit au corps fluidique ou corps astral, et dans le livre Entre Terre et Ciel, le
Clarencio, qui est un guide spirituel, nous a dit que que ce corps fluidique est un véhicule de cellules électriques que nous pouvons définir comme étant un champ électromagnétique dans lequel la pensée vibre à l'intérieur d'un circuit fermé. Quelle est la pensée qui vibre sur un circuit fermé? La pensée rationnelle? Non. Si on prend cet exemple de l'inconscient comme étant un iceberg, la pensée couvre tout l'iceberg, y compris la partie inconsciente. La pensée de vie passée qui apparaissent dans notre vie actuelle sous forme de tendance. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on a été dans les vies passées? Dans la question numéro 392 du livre des esprits, les esprits répondent à Allan Kardec qu'il suffit d'analyser est-ce que l'homme ou qui oublie le passé parce qu'il ne pourrait pas supporter une lumière trop intense de ce qu'il a été. La lumière dans le sens donc d'un choc énergétique de toutes ces vérités. Et dans la question 393, on peut voir que ce que nous avons été dans le passé surgit dans notre esprit comme une intuition, comme un désir, par exemple un désir criminel auquel nous devons résister. Et en général, nous arrivons à y résister, mais parfois nous succombons. Et ce sont ces pensées, c'est cette énergie, cette mémoire de ce que nous avons été qui circule dans notre corps astral en circuit fermé. Par tous les chakras, exprimant dans chacun d'eux sa teneur de santé ou de morbidité. André Louis nous donne également la compréhension de la maladie et de la douleur. Et il nous dit qu'il existe la douleur évolution qui agit de l'extérieur vers l'intérieur. Les contraintes du milieu poussent au progrès par la modification et l'adaptation de la forme. Je donne toujours l'exemple d'une personne qui a toujours pensé qu'elle était en bonne santé et toute sa vie, elle a nié sa maladie. Et dans son cas, j'ai dû lui traiter un diabète. Et on a dû l'amputer d'un pied. Il a perdu un membre, la forme a changé, il a eu de la douleur. Il a perçu à cet instant qu'il traverse la vie sans profiter de la vie. Il réfléchit. Mais souvent, donc cette réflexion permet de changer et de donner un saut de qualité dans son évolution spirituelle. André Louis décrit également la douleur expiation qui va de l'extérieur vers l'intérieur vers l'extérieur, marquant la créature au long des siècles par de complexes labyrinthes d'affliction pour la régénérer devant la justice. Les maladies karmiques, les personnes qui ont des troubles, qui ne savent pas d'où ils viennent, comment ils se manifestent, c'est une maladie. Est-ce que c'est une maladie génétique? Peut-être. Est-ce que c'est une maladie non génétique, chronique, par la fatigue des organes? Peut-être. C'est quelque chose qui était prévu. Parce que auparavant, dans des situations antérieures, des expériences antérieures, il y a eu une perte et la personne n'a pas profité d'une occasion qu'elle a eue. Et donc dans le livre Missionnaire de la Lumière, dans le chapitre le plus long, un chapitre de 70 pages où il parle de la réincarnation de Sigismundo, qui voulait se réincarner dans le berceau de ceux à qui il a causé du tort antérieurement. Et Sigismundo, il va renaître avec une lésion sérieuse dans son cœur qui va être la douleur expiation.
Mais Alexandre dit que malgré les besoins de Sigismundo d'avoir cette lésion cardiaque en naissant, il aura des bras et des jambes saines. Ce qui veut dire la providence divine donne des moyens d'atténuer notre expiation. Il a un cœur, un défaut cardiaque à la naissance, mais il a des jambes qui lui permettent de faire des exercices et donc de soulager la douleur qu'il sentira au cœur. Il existe également la douleur d'aide que nous voyons dans le quotidien de nos patients, de longues et douloureuses maladies du corps physique, soit pour nous éviter la chute dans l'abîme de la criminalité, soit, plus souvent, pour nous préparer à la désincarnation. Nous pouvons voir ce genre de douleur, des exemples dans le livre Action et Réaction, et l'exemple que nous pouvons vous présenter, qui est très fréquent, est l'exemple de ceux qui finissent par avoir des limitations physiques suivant la providence divine, parce qu'au contraire, ces personnes pourraient aggraver encore plus leurs problèmes. Et la providence divine, par l'intercession d'esprits amis et guides, qui sont déjà évolués, qui ont déjà des crédits, je dirais, dans la spiritualité, qui viennent par amour, pour que leurs protégés n'aggravent pas leurs dettes. C'est dans le même livre que André Louis nous parle du régime des sanctions, qui sont des providences rectifiantes après des chutes répétées dans les mêmes travers et désertions que nous implorons en notre faveur et en nous-mêmes, telles que les maladies génétiques que nous portons à notre naissance. Ce régime de sanctions se produit lorsque l'esprit, en se réincarnant, reconnaît ses chutes, reconnaît ses erreurs. Chico Xavier, dans le livre Instructions psychosophoniques, nous apporte un très beau message d'un esprit, Carlos Goyano, qui était spirit à Saint Juan del Rey, et qui a dit la honte de certains spirites lorsqu'ils se désincarnent parce qu'ils arrivent dans le plan spirituel et sont reçus chaleureusement par leurs instructeurs, mais en même temps ils arrivent à percevoir en eux-mêmes la douleur qu'ils ont provoquée à eux-mêmes, les processus qui ont porté préjudice à ceux qui étaient autour d'eux et qui donc ressentent une certaine honte. Quand les personnes sont conscientes du mal qu'ils ont fait à eux-mêmes et aux autres en se réincarnant, souvent ils demandent un régime de sanctions en naissant. Ici c'est en portugais et en français. Qu'est-ce que c'est que ce régime de sanctions? Ceux qui ont abusé, par exemple, de l'ingestion de corrosifs ou la gloutonnerie, souvent demandent à se réincarner avec une sténose du pylore, ulcère gastrique, des déséquilibres du pancréas, colite et des maladies intestinales. Nous pensons que les ulcères gastriques était terminée par la découverte de la bactérie du pylore, mais on voit souvent des infections chroniques qui provoquent des années longues, pendant des années, des douleurs chez les patients qui ont cette maladie. Ceux qui ont été irresponsables dans le sport ou la danse,
qui était en répandant le désespoir et l'infortune dans les cœurs sensibles, auront des formes organiques qui sont donc menacées par la paralysie, les rhumatismes, souffrant de maladies diverses, les néoplasmes divers, qui les freineront dans leur mouvement. Et donc, c'est intéressant parce que vous pouvez voir les divers régimes de sanctions présentés par André Louis. Ce qui est intéressant, c'est que ces sanctions sont appliquées à la demande du propre esprit qui se réincarne. Et souvent, une mère affligée dit « Personne n'arrive à guérir mon bébé ». Mais c'est souvent la maladie qui en fait est la guérison. Le corps tombe malade et l'esprit, quand il se régénère quand il sait tirer profit de cette maladie. Dans le livre La Genèse, Allan Kardec nous dit que la douleur, c'est l'aiguillon divin qui pousse l'homme en avant sur le chemin du progrès. La douleur que nous choisissons pour que nous soyons poussés en avant, les divers types de douleurs, les diverses maladies, la conduite que nous adoptons consiste généralement à chercher l'âme du patient, à chercher son essence, à chercher qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par la maladie, qu'est-ce qu'il veut dire par la douleur et qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut faire de sa propre vie. Et c'est ainsi que la médecine sera plus humaine. C'est ainsi que nous pouvons comprendre l'être humain dans notre dimension réelle, qui est la dimension spirituelle. Je vous remercie pour cette occasion et que Jésus puisse nous bénir. Merci, Dr. Baer, pour cet exposé.